Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 25 mars et voici les titres. Des postiers à la rescousse des téléspectateurs pour le passage à la TNT haute définition. Le gouvernement a demandé à la Poste d'aider les personnes âgées à s'équiper pour éviter l'écran noir. Un service gratuit proposé aux personnes en situation de handicap ou âgées de plus de 70 ans. Les vignerons vendéens à la conquête de la Loire-Atlantique. Pour la deuxième année consécutive, les rosés, blancs et rouges AOC fiefs vendéens se sont exportés dans les bars de nos voisins. Objectif, séduire de nouveaux clients et casser la mauvaise image dont souffrent parfois nos vins. L'équipe de France de tir à l'arc handisport en Vendée, ces sportifs de haut niveau vont disputer le championnat d'Europe qui aura lieu du 2 au 10 avril prochain à Saint-Jean-de-Mont. Nous les avons rencontrés en plein entraînement. Reportage dans ce journal. Mais avant cela, les chiffres du chômage, ils repartent à la hausse au niveau national, plus 1,1%, comme au niveau régional pour le mois de février. Dans les Pays de la Loire, plus 1,6%, soit 2800 demandeurs d'emploi en plus par rapport au mois de janvier. Dans le détail, ce sont tous les départements qui enregistrent une hausse du chômage, avec le Maine-et-Loire en tête, plus 2,3%, suivi de la Sarthe, plus 1,9%. La Vendée et la Loire-Atlantique, quant à eux, enregistrent une augmentation de 1,3% du nombre de chômeurs donc pour le mois de février par rapport à janvier. Vous le savez peut-être, eh bien, dans la nuit du 4 au 5 avril prochain, les chaînes de la TNT passeront à la haute définition. La plupart des téléviseurs sont déjà adaptés, mais pour les plus anciens postes, un nouvel équipement est nécessaire. Alors, pour aider les personnes souvent âgées qui ont ce type d'appareil, le gouvernement a demandé aux facteurs de les aider. Nous avons suivi la tournée particulière d'un postier vendéen, Pierre Dalicieux. Philippe de Beaulieu est agent à la Poste, d'habitude derrière un bureau. Aujourd'hui, il devra régler des décodeurs chez des particuliers, une mission qui n'a rien à voir avec ses missions habituelles d'agent de gestion. Là, ça me change totalement puisque aujourd'hui, je vais faire donc une prestation chez une personne et donc c'est vrai que pour moi, je découvre la campagne et donc ça me change de mon quotidien. Ce service gratuit réservé aux plus de 70 ans et aux personnes en situation de handicap consiste à préparer l'arrivée de la HD le 5 avril prochain en changeant les décodeurs chez les particuliers qui auront acheté l'appareil auparavant. Mais notre agent en pleine mission de service public ne se contente pas simplement de faire les branchements. La première, vous l'avez ici, vous pouvez appuyer. Dans le cadre de notre prestation, nous venons donc dans un premier temps, c'est vrai, installer l'adaptateur, mais néanmoins on explique bien à la personne l'utilisation du boîtier qui est relié à son adaptateur, à savoir comment on utilise ce boîtier pour avoir les différentes chaînes dont il dispose. Ouais. Donc on lui explique à partir de là nous sommes là sur la 1 si on veut. Une mission que Philippe réalise non sans une certaine fierté. Car seul ce monsieur de 83 ans n'aurait certainement jamais pu installer son décodeur. Et ce service n'est pas le seul que la Poste est amenée à réaliser. Ramassage et portage de linge, présence chez les personnes âgées et bien d'autres encore. Aujourd'hui, le métier de postier est en train de se métamorphoser. Et sur le 1 d'abord. Politique à présent avec les élus du conseil départemental de la Vendée qui viennent d'adopter le budget 2016 du département. Un budget, comme nous l'indiquions il y a une semaine, marqué par une augmentation de 4% de la taxe foncière sur le bâti, l'arrêt des aides à la voirie communale et l'arrêt également des subventions accordées aux interventions musique et danse en milieu scolaire. Une décision que dénoncent les intervenants. Une soixantaine d'entre eux s'est mobilisée devant l'hôtel du département. Ils s'inquiètent pour leurs emplois et l'accès à la culture pour les quelques 30 000 élèves bénéficiaires du dispositif. Et les élus qui ont également voté une délibération en faveur du maintien des ports départementaux, des ports dont la gestion devrait être confiée au conseil régional et non plus départemental dans le cadre de la réforme territoriale. On écoute tout de suite Yves Vinet, président du département, et Stéphanie Barra, conseiller de l'opposition. Dans le cadre d'un forum qui avait été initié par mon prédécesseur, il y avait une véritable ambition pour le département d'avoir toute une réflexion et un plan maritime en quelque sorte pour pouvoir mettre en avant d'une part la vie de ces ports mais aussi toute la vie qui entoure le côté maritime, que ce soit sur le plan touristique, économique,
tout ce qui peut concerner aussi l'activité, l'action sportive au travers de la mer. Donc un certain nombre de points qui nous ont amenés à décider effectivement de déposer auprès du préfet de région un rapport dans lequel nous sommes candidats à rester titulaires de la gestion des ports. Les seules réserves que j'émets, c'est que pour l'instant, le mode de fonctionnement, c'est les ports, il y a des concessionnaires, c'est plutôt eux qui font l'activité du port et restent plutôt au département, dans l'état actuel des choses, que les charges. Draguer un chenal pour permettre l'accès, entretenir des caisses, ce sont des investissements qui sont très lourds. Donc je demande à ce qu'on ait vraiment un travail pour définir l'ambition maritime de la Vendée. Et la délibération sera donc envoyée au préfet de région, lequel tranchera sur la question. Et puis toujours au chapitre politique, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce vendredi 25 mars, marque la fin du délai accordé aux habitants historiques de la ZAD. Il y a 2 mois, jour pour jour, le tribunal de Nantes validait la décision d'expulsion ordonnée par la société Aéroport Grand Ouest, filiale du groupe Vinci. Le comité de soutien aux opposants de Notre-Dame-des-Landes de La Roche-sur-Yon s'est mobilisé cette semaine. Des tracts ont été distribués place Napoléon, alors que le projet de référendum est fortement remis en question. Le Conseil national de la transition écologique a émis ce jeudi un avis défavorable. Il estime notamment que le périmètre de consultation limité pour le moment à la Loire-Atlantique doit s'étendre au Grand Ouest. Et on reste à Nantes, terrain de chasse des viticulteurs de notre département. Durant 2 semaines, 17 vignerons de l'AOC Fiefs Vendéens sont allés promouvoir leur rouge, blanc et rosé en Loire-Atlantique. Objectif, montrer leur savoir-faire et casser la mauvaise image dont peuvent être victimes les vins vendéens. Apolline Laurent et Sandrine Pelletier se sont invités à une dégustation dans un bar nantais. Je vais vous faire goûter donc en blanc un fief vendéen Mareuil blanc. Mareuil, Vix, Pissotte, Brême ou encore Chantonnay, toutes ces communes ont en commun l'amour du vin. Et c'est justement pour promouvoir les différents fiefs que plusieurs vignerons se sont retrouvés à Nantes à l'occasion des semaines à la vendéenne. Nos voisins nantais sont pas très coutumiers en consommation de vins des fiefs vendéens, donc on vient ici pour leur montrer la qualité de nos vins et leur donner envie de les déguster en plusieurs occasions. Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, les fiefs vendéens n'ont rien à envier aux autres vins de Loire. La différence vraiment essentielle, c'est qu'on est au bord de la mer, on a une grosse influence maritime sur nos vins. Et donc le climat océanique est tempéré, ce qui fait des vins avec vraiment une touche de temps en temps un peu saline, un peu fraîche et iodée, qu'on ne trouve pas dans les autres vins de Loire. Et justement, parmi les clients, certains se sont laissés envoûter par ces saveurs iodées. On a goûté un vin de la côte, Brême apparemment, que je ne connaissais pas du tout, un vin blanc qui est plutôt léger et très agréable. Je trouve ça très chaleureux, comme les Vendéens d'ailleurs. Et non, je trouve ça super, c'est sympa de découvrir différents vins, différentes saveurs, après une dure journée de travail. Une soirée placée sous le signe de la découverte donc, mais aussi des échanges. Un rendez-vous organisé pour la 2e année consécutive dans un bar nantais tenu par un Vendéen. Par rapport à mes origines, je trouvais sympa de pouvoir recevoir les viticulteurs vendéens au Flessel. Et l'année dernière, on avait déjà fait l'expérience et ça s'était très bien passé. Donc cette année, quand j'ai été sollicité, je leur ai fait oui avec plaisir. Grâce à l'AOC qu'ils ont obtenu en 2011 et qui confirme la qualité de leur vin, près de 3 millions de bouteilles sortent chaque année des domaines vendéens pour le marché français et étranger. Je vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Comment les journaux sont-ils fabriqués? Quels codes déontologiques doivent respecter les journalistes? Cette semaine était dédiée aux médias dans les écoles. En Vendée, 153 établissements y ont participé. À Montaigu, par exemple, ce vendredi, des élèves de 4e du collège Jules Ferry étaient invités à créer un article de journal et à réfléchir sur la place de l'image dans la presse. Un thème d'actualité, comme nous l'explique William Marois, recteur de l'Académie de Nantes. En travaillant sur la presse, d'abord, c'est important que les jeunes
prennent conscience du rôle d'une presse libre pour une démocratie. Et on sait que tout ça est très fragile. Et puis, je dirais, nous les amenons aussi à travailler de plus en plus sur le numérique, parce qu'on sait que les médias évoluent et que la forme numérique prend de plus en plus d'importance. Et il est important qu'ils prennent conscience de la différence entre les médias sous forme numérique et tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et à l'aune des drames que nos pays connaissent, je crois que c'est très, très important pour leur formation de citoyens. Ce vendredi, c'était le vendredi saint pour les chrétiens avec le traditionnel chemin de croix. Une centaine de fidèles a assisté à la procession qui s'est déroulée au Sable d'Olonne sur la plage. Ce moment particulier pour les chrétiens commémore la passion du Christ. C'est ce que nous explique Monseigneur Alain Casté. L'idée est de suivre Jésus dans les étapes de sa passion, c'est-à-dire de sa condamnation à sa mise en croix. Et chacune des stations, des arrêts, l'occasion d'une méditation, d'une réflexion à la fois sur ce qui a été vécu, mais aussi sur la vie des gens. Et les gens sont profondément attachés à cela. Alors on peut le faire soit à l'intérieur d'une église ou, comme vous l'avez vu, dans un lieu public. Ça peut être dans la traversée d'une ville, c'est le cas à Luçon. Ici, c'est, étant donné la beauté des sables, c'est sur la plage que cela se vit. Et cette semaine sainte se clôture bien sûr par le dimanche de Pâques, fête religieuse pour certains et moment gourmand pour d'autres, avec la traditionnelle chasse aux œufs. Le logis de la Chaboterie organise en ce moment les rendez-vous créatifs de Pâques. Les enfants de 6 à 11 ans sont invités à confectionner des pains en forme d'animaux et des nichoirs à oiseaux. Un moment créatif apprécié par les petits artistes en herbe. Écoutez. Je suis en train de touiller un œuf. On peut vraiment exprimer notre imagination en faisant de la cuisine. Je suis en train de taper la pâte. La pétrir. La pétrir. J'aime bien l'atelier nichoir parce qu'on fait des choses intéressantes. On coupe la forme pour que ça fasse la même taille. Et là, c'est pour que ça tienne et pour que ça fasse joli. Je le mettrai dans ma chambre pour décorer. Et puis s'il faut, je pourrais mettre des choses dedans. Et les rendez-vous créatifs de Pâques se déroulent chaque mercredi jusqu'au 6 avril. On reste dans le thème de Pâques avec le musée du chocolat de la Roche-sur-Yon qui vient de recevoir le label Qualité Tourisme. Ils sont 3 en Vendée à avoir reçu cette distinction nationale qui permet bien souvent d'apporter une plus-value et de développer ainsi sa clientèle. Le reportage de Simon Philippot. Maîtriser une langue étrangère, avoir un accueil chaleureux, assurer une certaine propreté et un confort, voici quelques-uns des 297 critères à respecter pour obtenir le label Qualité Tourisme. Un label décerné à tous les sites ouverts aux touristes étayage de qualité. On a un cabinet d'audit qui vient faire une visite mystère et qui vérifie si oui ou non l'entreprise candidate au label Qualité Tourisme est en mesure de recevoir ce label. De plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes aux touristes, une belle occasion de faire découvrir leur savoir-faire et de s'offrir un petit coup de publicité. C'est le cas de la chocolaterie Gelenzer et de son musée du chocolat qui vient d'obtenir le label Qualité Tourisme, un musée ouvert en 2014 et qui a déjà rassemblé plus de 20 000 visiteurs. Le gros de la saison est forcément l'été, mais nous avons aussi des scolaires, des différents groupes, des associations. Donc c'est vrai que c'est un musée qui est ouvert à tout le monde et toute l'année. Le chocolat en fait est très attractif, donc les gens viennent à La Roche pour découvrir ce musée et goûter le chocolat. La chocolaterie Gelenzer est la 3e entreprise vendéenne à avoir reçu le label Qualité Tourisme après la chocolaterie Planchot et la Mitaline. D'autres entreprises du département pourraient également ouvrir leurs portes aux touristes très prochainement. En bref, la programmation du festival Facessi a été dévoilée ce vendredi. Parmi les artistes qui se produiront, Marina Case, The Avener, L.I.G., Les Innocents ou encore Aaron. Le festival se déroulera du 2 au 6 septembre prochain à Mouilleron-le-Captif. La billetterie, quant à elle, est ouverte dès jeudi prochain.
Et puis, autre événement qui se déroule également en Vendée, le championnat d'Europe de tir à l'arc handisport. Il a lieu à Saint-Jean-de-Mont du 2 au 10 avril prochain. Mais pour s'entraîner et se mettre en condition, l'équipe de France est venue avec un peu d'avance en Vendée. C'est à Challans que ces sportifs de haut niveau ont été accueillis. Le reportage d'Alix Lanos. Pour pouvoir faire ça, il faut vraiment que vous enchaîniez les choses. Derniers ajustements avant les championnats d'Europe de tir à l'arc handisport qui auront lieu cette année à Saint-Jean-de-Mont. À une semaine de l'événement, l'équipe de France a pris ses quartiers en Vendée. Les sportifs sont sur le pas de tir de Challans. Brigitte, championne du monde à Bangkok en 2013, s'entraîne et sait mieux que personne qu'à ce niveau de compétition, chaque détail compte. Moi là, je travaille sur, alors ça va être un peu technique, mais plutôt sur la rapidité dans la libération de cordes, pour vraiment gagner en vitesse d'exécution. Dans l'équipe, il y a quasiment autant de handicaps que de personnes. Le règlement est le même que pour les valides. Ici, le mot différence ne fait pas vraiment partie du vocabulaire. Allez. Il n'y en a quasiment pas, c'est ça l'avantage, c'est qu'on tire aux mêmes distances, avec les mêmes cibles, on s'intègre quasiment complètement, parfaitement et sans trop de problèmes sur un pas de tir avec des personnes dites valides. Et ça, c'est une grande force de notre discipline, quoi. Nous, on regarde, on analyse, on comprend comment la personne fonctionne, on utilise ce qui fonctionne, et sur ce qui ne fonctionne pas, on trouve des adaptations matérielles de manière à compenser le handicap et lui permettre de tirer dans les meilleures conditions. Les meilleurs archers du monde, 160 athlètes représentant de 27 nations, s'affronteront donc du 3 au 10 avril prochain avec un double objectif. Un podium européen évidemment, mais également une qualification pour les Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain. Il était voué à la destruction, mais sera finalement transformé en musée. Le blocus de l'abbaye Sainte-Croix au Sables-d'Olonne accueillera du public à partir de l'été 2017. Cet ancien hôpital de l'armée allemande sera reconstitué comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Visite de ce monument du patrimoine qui est encore en très bon état. Grégoire de Châtillon. 20 pièces, 460 mètres carrés au sol. Des murs extérieurs de 2 mètres d'épaisseur. Héritage de la Seconde Guerre mondiale, le blocos de l'abbaye Sainte-Croix sera donc transformé en musée pour l'été 2017. Et il faut dire qu'il en vaut la peine. Construite à seulement 10 exemplaires, cette casemate infirmerie fermée pendant 70 ans a été réouverte l'année dernière. Elle est restée en parfait état de conservation. Par contre, cette chambre-là, elle va servir uniquement en cas d'attaque au gaz. Eh bien, vous avez la chance d'entrer dans un blocos qui a été protégé, on va dire, par la commune, puisqu'elle l'utilisait pour stocker du matériel. Donc on a encore la chance d'avoir des inscriptions sur les murs d'époque qui sont tout à fait lisibles. Nous avons encore un peu de matériel comme un ballon d'eau chaude, du système de ventilation, chose qui en général a disparu après-guerre puisqu'on a vu le passage des ferrailleurs qui ont tout récupéré pour le revendre après au poids de l'acier. Initialement prévu pour soigner et opérer les blessés en cas de conflit, le blocos Sablais aurait alors, faute de combat, servi vraisemblablement de centre de santé pour les troupes allemandes. Donc il faut imaginer la table d'opération ici, là, en plein milieu. On voit encore le support des lampes qui l'éclairaient, l'armoire avec les produits. Et puis donc on est dans une pièce qui est extrêmement intéressante parce que donc il y a des tomates partout sur le sol. On a le chauffage central, ce qui est extrêmement extraordinaire pour un blocos. Le blocos est construit en 1943. Les Allemands quittent les Sables un an plus tard, en août 1944. Il y a eu du feu ici, en fait. Les Allemands, quand ils ont quitté la ville des Sables-d'Olonne, ils ont brûlé ici les documents qui pouvaient être contraignants. Et ils ont brûlé également tout le matériel qu'ils avaient, donc les tables en bois, les chaises, etc. Alors l'objectif, c'est de l'ouvrir au public et de le remettre, je ne vais pas dire en état de fonctionnement, mais dans l'état dans lequel il était en 1943, à la date de sa construction, c'est-à-dire en remettant le mobilier, en réinstallant la salle d'opération, les différentes installations, et puis présenter des mannequins pour que la vie quotidienne puisse être exposée de manière pédagogique. Alors, les officiers, Une fois les travaux terminés, la ville des Sables confiera l'exploitation du nouveau musée aux frères Brauer qui gèrent déjà 3 bunkers transformés eux aussi en musée.